bienvenue à ce numéro de Parlons Sciences. Aujourd'hui, Parlons Sciences sonore de recevoir Cheikh Ibrahima Youm, docteur Cheikh Ibrahima Youm, qui nous fait également aujourd'hui vraiment le privilège d'accepter cette invitation. Docteur, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, aujourd'hui, docteur, on va parler un peu des ressources minières et de la géologie. Je rappelle que tout récemment, il a soutenu une brillante thèse au niveau vraiment d'Indiféno, vraiment sur la notion de géoparc. Voilà, peut-être il va revenir sur ça au fil de l'émission. Docteur, ce que je voudrais alors savoir, c'est un peu l'importance de la géologie. C'est quoi l'importance de la géologie? Alors, après, on va un peu poursuivre avec les ressources minières. D'accord, merci beaucoup, M. Diop. Merci pour cette invitation. Donc, je suis vraiment très content d'être là pour participer un peu à l'explication et à l'évolution de la science géologique au Sénégal. Et donc, nous saluons tous les abonnés de Parlons Sciences et nous remercions effectivement tout le travail qui a été fait. Bon, en ce qui concerne la géologie, moi, d'habitude, aujourd'hui, je vais un peu me décarcasser de l'aspect technique que les scientifiques vont utiliser pour définir les sciences d'une manière générale. Donc, pour nous, la géologie, c'est d'abord une science. C'est une science qui est constituée de plusieurs disciplines et une science qui interfère un peu avec les disciplines telles que la chimie, la physique et tout ce qui va avec. Maintenant, pour comprendre, pour que le Sénégalais puisse comprendre c'est quoi exactement la géologie, il faut l'amener un peu à ses utilisations. Et l'exemple que je donne, c'est que par exemple, tous les jours le matin, on utilise beaucoup d'éléments qui ressortent des études géologiques et de la transformation d'objets géologiques. Comme quoi? Comme par exemple les cuillères que nous utilisons en fer, les tasses en verre que nous utilisons, l'ordinateur que j'utilise comme ça, le caoutchouc, le verre, les montres que nous avons, les chaînes que les femmes portent, et pas mal d'objets qui ne sont pas du tout soupçonnés, qui nous proviennent effectivement de la géologie sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure en parlant des applications. Merci beaucoup. Et que les gens ignorent. D'accord, mais aujourd'hui, heureusement, on a notre expert, docteur Cheikh Ibrahima Youm, qui va vraiment nous clarifier toutes ces notions. Alors, docteur, la ressource minière, voilà, au Sénégal, on parle beaucoup de ressources minières et il y a un tintamarre autour de ça. C'est quoi la définition d'une ressource minière? Voilà, la définition d'une ressource minière, souvent, quand on le fait, on crée un peu d'amalgame. Mais moi, aujourd'hui, je vais dire, et ressources minières, toute ressource qu'on peut tirer du sous-sol. Du sol, du sous-sol, à la surface ou bien à l'intérieur du sol. C'est ça qu'on appelle une ressource minière. Ça peut être une ressource minérale stricte comme l'or, mais ça peut être une ressource énergétique comme le pétrole par exemple. L'essentiel c'est de pouvoir l'extraire à l'intérieur du sol. Dès que c'est extrait à l'intérieur du sol, c'est une ressource minière. D'accord. Donc maintenant, à partir de là, il y a plusieurs mots qui sont associés, tels que minerai, qui est un matériau solide, naturel, qui contient une substance utile. Et c'est quoi une substance utile? Une substance utile, c'est toute substance qui, extrait du sous-sol, peut être utilisée pour effectivement servir d'une manière, servir la société d'une manière générale. En tout cas, améliorer les conditions de vie de la société. C'est ça qu'on appelle une substance utile. Merci beaucoup. Donc on retient que vraiment la ressource minière, c'est toute ressource qu'on peut extraire à partir du sol comme du sous-sol. Voilà, vraiment. Merci beaucoup. De toute façon, on y reviendra. Alors, voilà. Maintenant, c'est quoi le potentiel minier du Sénégal et comment il est réparti et comment il est réparti au niveau du Sénégal? Voilà, le potentiel minier du Sénégal est essentiellement réparti en trois grands ensembles, en quelque sorte. Il y a d'abord le socle, qui est l'ensemble des roches qui se sont mises en place depuis le précambrien, qui sont granitisées et métamorphisées. Il y a aussi le bassin précambrien ou mésonéoprotérozoïque de Madinakouta, qui se trouve dans la région de Kédougou, sur lequel j'ai effectivement fait mes travaux de recherche de thèse. Et il y a aussi le bassin sénégalo-mauritanien qui est connu actuellement par sa richesse en hydrocarbures. D'accord. Donc d'une manière générale, on peut retenir, nous allons commencer par les ressources qui sont exploitées, connues et exploitées. C'est essentiellement le phosphate dans la région de Thiès, dans la région de Matam, les phosphates de Dendouri ou Alidiala, un peu partout au Sénégal. Il y a des phosphates du Sénégal oriental aussi, les phosphates de Namel, mais qui sont vraiment des roches extrêmement anciennes en quelque sorte. Donc au Sénégal, si on peut dire, vraiment c'est un pays où vous avez vraiment d'énormes quantités de phosphates, de réserves de phosphates qui sont disponibles. Après le phosphate, il y a l'or. L'or avec la région de Kédougou, qui n'est rien d'autre que le prolongement du Mali, avec cette richesse extraordinaire en or, avec beaucoup de sociétés actuellement qui sont en activité. Certains jugements ont commencé
à être exploitées depuis 2007-2009. Il y a d'autres qui viennent d'être découvertes et dont l'exploitation vient juste de commencer. Au-delà de ça, il y a le sel aussi du Sénégal, exploité au niveau du Lac Rose, au niveau du Sine Saloum, région de Kaolack et de Fatick. Il y a les calcaires industriels qui sont utilisés par exemple par toutes les cimenteries que vous connaissez, Sococim, Ciment du Sahel et Dangote. Et il y a les argiles, les atapulgites à l'entrée de la région de Thiès, qui ont des applications extraordinaires tant sur le plan cosmétique et beaucoup d'autres applications. Mais aussi au-delà de ces ressources minérales, il y a les ressources énergétiques parce que le bassin sénégalo-mauritanien est un bassin pétrolier. Donc beaucoup de réserves ou bien de ressources en hydrocarbures ont été découverts. Par exemple, à Sangomar, on a eu des découvertes de pétrole. Au niveau de GTA à Saint-Louis, on a eu effectivement des découvertes de gaz. Donc, pour résumer vite fait, le Sénégal, effectivement, a une potentialité minière extraordinaire. Sans oublier le zircon au niveau de la Grande Côte. J'allais en venir même. Et souvent, quand on parle de zircon, les gens ne comprennent pas. Oui. Il y a plusieurs variétés de zircon, ça c'est la première chose. Okay. Et en réalité, on ne parle pas de zircon, on parle de minéraux lourds. Parce que le zircon est associé à d'autres minéraux, d'autres substances utiles que l'on peut utiliser comme le zircon et qui ont des applications industrielles extrêmement intéressantes. Et il y a aussi le fer, hein? Le fer, voilà. quelque chose je voulais en venir parce que voilà. je commençais par ce qui est exploité. Maintenant, il y a d'autres ressources que l'on sait que ces ressources-là existent, mais qui ne sont pas encore exploitées. C'est le cas du fer de Falémé, c'est le cas des traces d'uranium, de chrome, etc., qui sont effectivement connus au Sénégal oriental. Il y a le cas des marbres du Sénégal oriental. Le Sénégal fait partie des pays où vous avez des quantités de marbre extraordinaires, mais qui ne sont pas vraiment nécessairement exploitées actuellement. Voilà, mais qu'est-ce qui rend difficile l'exploitation, hein? Oui, effectivement. Ce qui rend difficile l'exploitation, il y a plusieurs facteurs. Si nous prenons le cas du fer de Falémé, c'est essentiellement l'enclavement. Ça se trouve à plus de 700 km de la région de Dakar. Donc pour exploiter ce fer, il faut des investissements. Par exemple, une voie ferroviaire, par exemple, pour pouvoir l'exploiter. Créer un port minier pour le fer, effectivement, qui est prévu, je pense, vers Bargny ou Diamniadio, des choses comme ça. Donc ça demande des investissements. Donc là, c'est dans le domaine de l'enclavement. L'autre élément, c'est les connaissances géologiques. Parce que, effectivement, la meilleure façon de gérer un bassin des ressources minières, c'est de connaître exactement ce que vous avez comme ressources et comme réserves. Et là, j'attire l'attention, quand on parle de ressources, ce ne sont pas les réserves du tout. Les ressources, c'est ce qui existe. Si nous parlons des ressources en eau, c'est l'eau de la mer, l'eau des rivières, ça c'est une ressource. Mais les réserves d'eau que l'on peut utiliser comme étant de l'eau potable ou bien utilisable, là vous allez décaler un peu l'eau de mer. D'accord? Donc ça, maintenant les gens, quand ils discutent autour des ressources. Si on te dit que nous avons des ressources de pétrole qui avoisinent 450 millions de barils, cela ne veut pas dire que nous avons 450 millions de barils. D'accord, nous avons effectivement une quantité inférieure à 450 millions de barils. Nous irons vers les 150 millions, comme réserve prouvée par exemple. Comme réserve probable, nous pouvons aller jusqu'à 250. Mais comme réserve possible, on est à 450 millions. Donc ces valeurs-là, quand les gens font ces calculs, ils font beaucoup d'erreurs. Vraiment, c'est à éviter. Mais vraiment, merci beaucoup. Hein. Heureusement que nous vous avons. Pour pouvoir clarifier vraiment tous ces aspects-là. C'est important. Merci. Alors, mais docteur, alors, il y a aussi, hein, ce que je voudrais savoir, c'est que dans l'exploitation, alors, quelles sont les différentes étapes par lesquelles passe l'exploitation de ces ressources-là? Voilà, pour l'exploitation, bon, avant l'exploration, il faut des recherches. Donc je vais revenir sur la manière classique de rechercher, de trouver et puis d'exploiter. Excellent. Maintenant, si l'on parle d'exploration, il y a certains qui mettent l'aspect prospection dans l'exploration. Bon, je ne suis pas totalement contre par ça, mais par contre, je vais définir la prospection. La prospection, c'est quoi? C'est que vous trouvez une zone qui est vierge. Il n'y a pas eu presque d'études. Il n'y a pas eu de connaissances établies. Et vous venez, vous faites des recherches pour trouver des traces. Ça, c'est la prospection. Quand vous trouvez des traces, vous allez maintenant vers l'étape supérieure, c'est l'exploration. Allez rechercher des données maximales possibles pour pouvoir quantifier, par exemple, les recherches que vous avez dans ce secteur. Là, vous êtes dans la phase d'exploration. Après, maintenant, quand vous trouvez des quantités exploitables, il faut passer
maintenant à l'étape d'exploitation, mais pour ce faire, il vous faut des permis. Premièrement, avant la prospection, vous avez un permis pour prospecter, puis un permis pour explorer, et enfin, après avoir retrouvé des ressources qui sont exploitables, il faut passer maintenant à l'étape de permis d'exploitation. Et quand vous avez ce permis qui vous a été accordé par un État, par exemple le Sénégal, c'est à partir de ce moment que vous allez établir un contrat d'exploitation qui va permettre à l'entreprise de savoir quel est le pourcentage qu'elle aura et quel est le pourcentage que l'État doit avoir. Et à partir de là, vous allez commencer à exploiter en quelque sorte. Et il me semble que c'est de gros investissements, hein, ces exploitations, ou bien? Oui, en fait, si vous prenez par exemple, si vous prenez la recherche pétrolière, ce sont non seulement de gros investissements, mais dans la durée. C'est presque de 10 ans. Absolument. Donc le pétrole qui a été découvert ici au Sénégal, ça n'a pas été découvert du jour au lendemain. Ce sont des ressources qui sont des recherches qui sont faites dans le temps et dans l'espace avec des investissements. Voilà, des investissements plus ou moins colossaux. Voilà. Est-ce que aussi dans cette exploitation, il y a des Sénégalais qui ont des permis d'exploitation par exemple? Ou bien c'est des multinationales qui s'implantent au Sénégal et qui recrutent des Sénégalais qui ont une certaine compétence? Oui, effectivement. Dans le domaine des ressources minières, le problème du Sénégalais, d'abord, il faut le souligner, c'est que nous n'avons pas cet esprit d'entreprise. C'est-à-dire nous avons beaucoup de milliardaires, mais qui ne forment pas des consortiums d'entreprises pour aller vers l'investissement, vers ces ressources minières. Et ce serait extrêmement important. Et c'est ça qui nous manque. Il y a quelques-uns que l'on peut citer par-ci, par-là, mais par rapport à la présence industrielle étrangère au Sénégal, ça ne fait même pas 2 à 3%. D'accord. Voilà, donc voilà ils sont plus axés dans le domaine des carrières, et dans le domaine de l'exploitation. Voilà, donc le club des investisseurs, vous êtes interpellé, parce qu'il y a l'expertise scientifique qui est là. Donc il nous faut vraiment des consortiums, comme il l'a dit, pour pouvoir vraiment aller vers l'exploitation, mais l'exploitation réalisée par des Sénégalais, parce que c'est comme ça que nous pouvons créer des champions dans ce domaine-là. Merci beaucoup, docteur. Alors, bon, on avait un peu parlé des applications, mais peut-être on peut revenir un peu sur les applications. Vous savez, effectivement, les applications, pourquoi on doit aborder le thème des applications? C'est parce que c'est ça qui fait la valeur ajoutée de nos ressources minières. C'est-à-dire, souvent, on a l'habitude de dire, quand vous vendez du brut, vous vendez des emplois. Parce qu'il faut tout faire pour maîtriser la chaîne de valeur. Si on ne peut pas maîtriser l'aspect exploration, exploitation, au moins on doit maîtriser l'aspect transformation. Et en transformant, on permet d'abord de créer une valeur ajoutée sur le plan national, ça c'est la première chose, mais aussi de créer des emplois. Si le Sénégal arrive par exemple avec le pétrole à créer une industrie complexe en raffinage, une industrie de raffinerie complexe, on aura la possibilité d'aller au-delà du raffinage, d'aller vers la pétrochimie. Et effectivement, quand vous avez cette industrie, quand vous maîtrisez effectivement cette chaîne de valeur, non seulement vous créez des emplois, vous créez des valeurs ajoutées, mais aussi ça vous permet de maîtriser effectivement votre produit afin d'assurer un développement durable. Mais à défaut de ça, prenons le phosphate, vous produisez le phosphate, vous vendez le phosphate brut, ils vont utiliser ce phosphate, il faut le transformer en engrais. Vos agriculteurs récemment, ce sera la saison des pluies, ils vont avoir besoin d'engrais et ils vont effectivement commander. Et sûrement, si vous n'avez pas une entreprise ici qui fabrique ces engrais-là, vous allez les importer alors que vous avez le produit de base qui permet de produire les engrais. Donc je prends l'exemple du phosphate, le Sénégal est en train un peu de travailler dans ce sens pour produire des engrais, mais je pense que c'est insuffisant. Voilà, donc il faudra vraiment augmenter les efforts. Et quel autre domaine d'application par exemple? Si nous prenons d'autres domaines d'application, c'est l'or. L'or, nous avons des orfèvres au Sénégal. Le Sénégalais ou bien la Sénégalaise aime l'or. Est-ce que nous avons des quantités d'or nécessaires pour que nos orfèvres puissent produire suffisamment d'outils qu'ils vont vendre aux Sénégalais, mais qu'ils vont vendre dans la sous-région et un peu partout dans le monde? Et ça, c'est une question qu'il faut se poser. Moi, je trouve que la majeure partie d'or, quand vous prenez par exemple le rapport de l'ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives, par exemple, nous avons presque vente, le rapport, vous avez vente-exportation, qui constitue effectivement la part la plus belle, effectivement, de cet or. L'autre élément, cet or, par exemple, dans le domaine de l'orpaillage, on pouvait les encadrer de telle sorte que les ressources issues de cette
exploitation artisanale puisse être inclus au niveau du circuit du marché national et que effectivement nos enfants puissent se sentir effectivement concernés par l'exploitation de l'or au Sénégal. Voilà. Et ce serait extrêmement important. Très important. Les calcaires aussi, oui, la cimenterie, les ciments, souvent les prix vont augmenter, etc. Mais pourtant la ressource elle est là. Les calcaires éocènes de Bargny, les calcaires paléocènes de la région de Bourg, les calcaires de la région de Thiès qui sont utilisés par des industries de cimenterie qui produisent du ciment, mais malgré cela aussi le ciment est toujours cher. Bon, je ne maîtrise pas trop les paramètres voilà, qui font que c'est plus ou moins cher, mais voici quelques applications. Si vous prenez les argiles, que vous connaissez bien, sur le plan traditionnel, on les utilisait pour la construction. Mais les argiles sont utilisées, ont des applications industrielles extraordinaires, les argiles. On peut les utiliser par exemple dans le domaine dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine de la cosmétique, avec les gommages là, tout ce que vous voyez là. Tout ça, si ce n'est pas l'argile qui est passée par là. Ça pose. Voilà, on n'allait jamais voir en tout cas ces choses-là. Voilà, il y a aussi les basaltes, des basaltes pour la construction. Les pierres de construction, également. Les basaltes, on en a beaucoup. Ici, surtout dans la région de Kédougou, où c'est exploité en quelque sorte, le bon cassage des basaltes pour la production d'éléments pour la construction. Nous avons aussi les latérites. Qu'on utilise pour nos routes souvent, mais effectivement c'est des ressources minières. Les basaltes aussi, ce sont des ressources minières qui sont exploitables. Tout matériau solide que l'on peut tirer du sous-sol ou bien des roches et dont l'utilisation est rentable économiquement ou bien peut améliorer les conditions de vie de la société est une ressource effectivement. Vraiment, merci beaucoup à Dr Cheikh Ibrahima Youm. Je rappelle que je reçois Dr Cheikh Ibrahima Youm qui est en train de nous faire ces développements extrêmement importants. Donc ça veut dire quoi? Le Sénégal a un potentiel minier très important, mais il a également posé, en tout cas, les problèmes que rencontre le secteur. Voilà, mais docteur, alors très rapidement, moi j'ai constaté un paradoxe dans le secteur. Parce que souvent au niveau des zones où se passe cette exploitation de ces ressources minières, on voit les populations qui sont autochtones là-bas, voilà, vivent une certaine galère. Voilà, au niveau des recettes, peut-être 30 secondes. Oui, effectivement. Bon, en ce qui concerne cela, je vais faire appel à deux éléments. Premièrement, c'est ce qu'on appelle la RSE, responsabilité sociétale ou sociale des entreprises. Absolument. Le problème du Sénégal, c'est que cette responsabilité sociétale des entreprises n'est pas institutionnalisée. C'est-à-dire que ça se trouve dans aucun texte où on te dira que ça, tu dois le faire par force ou bien tu dois obligatoirement le faire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui revient à l'entreprise. C'est le choix de l'entreprise de le faire. C'est pourquoi l'entreprise, souvent quand elle le fait sous forme d'aumône ou d'assistance. Et tel ne devrait pas être le cas. Absolument. Et voilà, c'est pourquoi ici au Sénégal, on a ce problème. Et quand vous allez dans ces zones, moi j'aime toujours prendre ces zones, prenez le cas de toutes les zones où vous avez de l'exploitation, ce sont les zones les plus défavorisées. Et pire, les régions les plus minières, la région de Thiès et la région de Kédougou, font partie des régions les plus pauvres au Sénégal. Ça c'est un problème. L'autre élément, c'est que les entreprises aussi payent. Mais c'est l'État qui doit assurer la redistribution envers les localités concernées. Absolument. Si les entreprises, par exemple, si vous prenez, il y a une valeur que je peux, par exemple, 107 milliards qui est entrée dans les caisses de l'État à travers le Trésor, avec 80 et quelques pourcents qui est passé par le Trésor public. Mais est-ce qu'il y a un retour de distribution de l'État vers la région de Kédougou, par exemple? Voilà. Et je vous assure, si ce n'est pas le corridor Dakar-Bamako, il y a pas 10 km de route bitumée dans la région de Kédougou. Absolument. Et ça, c'est une région que je maîtrise très bien. Voilà, et ça nous rappelle un peu la notion, en tout cas, d'équité. Voilà, la distribution équitable des ressources. On ne demande pas de tout prendre et d'amener, parce qu'il y a les autres régions qui sont concernées. Et c'est les ressources du Sénégal aussi. Bénéficier de ces ressources, mais le minimum, c'est que ceux qui sont dans l'environnement immédiat des endroits d'exploitation, qu'ils se sentent concernés. Parce que d'abord, c'est leur sol qu'ils devaient utiliser pour les cultures. C'est leur sol qu'ils devraient utiliser pour vivre, pour construire. Prenons toujours le cas de Sabodola, où des villages ont été soulevés pour une exploitation minière qui devrait se passer au niveau du village même. On leur avait promis des habitations de haute classe d'une manière générale, mais malheureusement, la suite, je ne veux pas l'aborder ici, mais tout le monde le sait. C'était des soulèvements et des populations d'une jeunesse qui avait dit non, parce que ces constructions n'étaient pas conformes aux règles qui sont établies par les normes de la construction. D'accord, docteur Cheikh Ibrahima Youm, en tout cas tout est clair, voilà. Mais on va faire une transition pour aller vers, en tout cas,
l'actualité avec les mamelles. Voilà, parce qu'il me semble que ces temps-ci, il y a un certain bradage qui s'opère au niveau des mamelles. D'abord, et aussi sur le littoral. Vous, en tant qu'expert, en tant que géologue, voilà, comment vous appréhendez ces choses-là? Voilà, pour comprendre un peu, c'est-à-dire, on va commencer d'abord par les aspects naturels. La première chose actuellement, l'érosion côtière est d'actualité, partout dans le monde. Les côtes sont agressées d'une manière naturelle par l'avancée de la mer, par la destruction de ces côtes. Au Sénégal, on a deux types de côtes. Il y a la côte rocheuse, qu'on appelle la petite côte, à laquelle fait partie la corniche, avec des roches, d'accord. Et puis il y a la côte sableuse qui part des zones de Yoff jusqu'à Saint-Louis, d'accord. Et ces côtes-là sont fortement agressées. Il y a beaucoup d'études qui sont faites par les gens de la géologie marine ici au département de géologie, qui démontrent comment ces côtes-là sont agressées sur le plan naturel. Puis il y a la salinisation des terres, et cette salinisation des terres est liée à beaucoup de facteurs que peut-être je vais aborder plus tard. Et puis il y a l'action anthropique qui est là, c'est-à-dire c'est l'homme qui impacte exactement sur cet environnement qui est extrêmement important, tant sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan pédagogique, mais surtout sur le plan culturel et historique. Donc quand vous déstabilisez des sites comme ça, vous déstabilisez tout un patrimoine, c'est ce qu'on appelle le patrimoine géologique. Si vous prenez le cas des mamelles, pourquoi nous avons crié? Parce que moi j'ai eu la chance en tant que géologue de faire mes écoles de terrain au niveau des mamelles. Et je vous assure, les plus grands travaux qui ont été effectués au niveau du bassin sénégalais mauritanien et qui ont été effectués sur des affleurements que vous pouvez voir sur des affleurements à la surface de la Terre. Et donc ces études-là ont été faites tout au long de la corniche que vous connaissez, vers la zone de Mbour, Toubab Dialaw, Pokonine, où vous avez les rares affleurements du bassin. Donc ces affleurements, souvent, si vous voulez les chercher à l'intérieur du Sénégal, il faut aller vers les forêts. Et ici, vous pouvez les observer à la surface de la Terre. C'est ça qui est paradoxal. Quand vous détruisez un patrimoine comme ça, où le département de géologie, l'IST et tous les instituts qui sont dans le domaine de la géologie, des mines, du pétrole, font leurs travaux de terrain, font leur TP et tout ce qui va avec, vous détruisez effectivement l'avenir de toute une jeunesse. Et ça va être catastrophique. Et actuellement dans le monde, il y a beaucoup de domaines qui sont en train d'être développés. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le géotourisme, la géodiversité, la géoconservation. Donc ce sont des termes utilisés que je peux venir là. Que vous avez très bien développé dans votre thèse, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. Peut-être tu reviens un peu sur la notion de géoparc, géotourisme, parce qu'il y a une certaine liaison avec, en tout cas, les mamelles. Voilà, très rapidement. Donc, la géodiversité, c'est l'ensemble des éléments ou objets ou processus géologiques que vous avez. Les mamelles en font partie. Les mamelles ont une histoire géologique. Les mamelles sont fortement liées, leur histoire géologique est fortement liée à l'histoire géologique du bassin pétrolier sénégalais. Et beaucoup de recherches qui permettent de comprendre l'évolution de ce bassin, qui est tant important désormais pour les Sénégalais, beaucoup de ces recherches-là ont été faites sur les mamelles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que ce soit le phare du Mamel ou bien le monument de la Renaissance, ce sont deux structures qui sont construites sur des structures géologiques. Ça, c'est une histoire géologique qui est bien connue. Troisième élément, les mamelles constituent une zone d'études et de recherche. Actuellement, là où je vous parle, il y a un étudiant, par exemple, de la géologie marine qui fait ses études exactement aux mamelles pour voir l'évolution, effectivement, de la zone côtière, des plages au niveau des mamelles. Donc, sur le plan économique, les mamelles attirent beaucoup de touristes. Et ces touristes-là qui viennent, viennent avec des investissements. Tant sur le plan des devises. Des devises. Ils payent des guides, c'est intéressant. Ils payent des hôtels, aussi c'est intéressant. Et ils achètent des objets au niveau des marchés de Dakar, par exemple. Ça aussi c'est intéressant. Et ça permet aussi de vendre la destination sénégalaise. Et de créer de l'emploi. Absolument. Et nous, en termes de géopatrimoine, c'est ça. Ce n'est pas tous les objets géologiques qui sont effectivement considérés comme géopatrimoine. Le géopatrimoine, c'est tout objet géologique ou processus dont la valorisation pourrait vraiment participer à un développement durable en créant des emplois, bien sûr, en créant des devises économiques pour la population, ainsi de suite. Et puis la valorisation par la construction, par exemple,
sites qui peuvent attirer des infrastructures, etc. Comme le monument de la Renaissance. De la Renaissance, absolument. Quand vous visitez le monument de la Renaissance, vous avez l'aspect monument de la Renaissance. Absolument. Mais si vous êtes avec un géologue, vous avez l'explication géologique. Et si vous êtes avec un historien, il y a toujours des génies qui ont une histoire par rapport à ça. Absolument. Et si vous vous positionnez là-bas, vous allez avoir vraiment une vue. Hein? Et le patrimoine géologique inclut ça. C'est-à-dire, même si ce n'est pas un élément géologique, si ça vous permet de voir, d'avoir une vue générale de tous les éléments géologiques, c'est considéré comme un patrimoine géologique. Et mieux, à Dakar, on n'a pas beaucoup de poumons verts. Absolument. Les mamelles en constituent l'un des derniers poumons verts. Absolument. Vous les détruisez vous détruisez effectivement. Et d'où l'intérêt vraiment de conserver ce patrimoine géologique. En tout cas, l'appel est lancé. On oublie souvent, quand on parle de conservation, on parle souvent de biodiversité. C'est très bien. Mais la biodiversité, son support, c'est la géodiversité. Absolument. Les êtres vivants, les plantes, vivent sur le sol, sur les roches. Les êtres vivants animaux vivent dans des roches, creusent dans la terre. Donc l'ensemble de ces éléments, si vous les détruisez... Il y a un substrat, un support géologique. Donc si vous détruisez le substrat, géologique, comme le dit souvent Ezra et Rami, si vous détruisez le substrat, il n'y a plus rien. Oui. Vous allez déstabiliser en tout cas toute une biodiversité. Et mieux, vous privez toute une jeunesse absolument à la plage. À la place, absolument. Et c'est dommage. Voilà, en tout cas, vraiment, aujourd'hui, parlons de la matière avec Dr Cheikh Ibrahima. C'est toujours comme ça. C'est la deuxième fois, je pense, que je l'invite ici. Mais lui, vraiment, à chaque fois que je l'ai comme invité, vraiment, je suis émerveillé par ses, en tout cas, développements et par toutes les connaissances qu'il nous fait part. Merci beaucoup encore une fois, docteur, pour ça. Et tout à l'heure, là, quand vous parliez, j'ai aussi pensé à Dr Boubacar Fall, qui très bientôt sera aussi invité ici pour nous parler, en tout cas, davantage de l'érosion côtière. Parce qu'il en a vraiment une grande expertise. Voilà, et aussi, voilà, ce que je vais dire là va nous permettre d'aller vers le dernier point de notre interview. Parce que tout ça, il faut préparer une génération. Il faut préparer une génération. Et pour préparer une génération, il faut passer par l'école. Aujourd'hui, dans le programme, en tout cas scolaire, au niveau secondaire, voilà, il y a de la géologie. Mais cette géologie, souvent, elle est dans le programme, mais souvent elle n'est pas enseignée. Voilà, vous en tant qu'expert en la matière, qu'est-ce que vous voudriez en tout cas conseiller, ou bien voilà, cela vous inspire quoi? Voilà, d'accord, donc là je serai à l'aise pour en parler, pour l'avoir pratiqué pendant 8 ans. J'ai enseigné de la 6e jusqu'à la terminale pendant 8 ans dans des écoles de la place. Effectivement, il y a l'aspect géologique qui est un peu abordé. Par exemple, si vous prenez le programme de la classe de 3e, il y a la tectonique des plaques, il y a les méthodes de datation en géologie et d'autres qui. Mais le problème c'est que, moi j'ai toujours un problème. Prenons le cas des hydrocarbures. Si vous entrez dans les amphis et que vous demandez aux étudiants, est-ce que vous avez une fois appris le pétrole? Est-ce que vous avez rencontré le pétrole dans votre cursus? Ils vous diront non. Non, absolument. Parce qu'on ne leur a jamais dit que les hydrocarbures là, les alcanes, les arsènes et les alcènes, c'est ça qui constitue le pétrole dont on parle et le gaz. Absolument. Parce que le pétrole brut, c'est rien d'autre qu'un mélange, une association de plusieurs hydrocarbures. Absolument. Et c'est ça qui fait que quand vous faites le raffinage, vous pouvez faire la répartition, l'extraction des hydrocarbures les uns pour les autres. Vous avez le butane après, vous avez l'éthane, vous avez le propane, vous avez l'essence, vous avez le gasoil. Chaque élément est constitué d'une gamme d'hydrocarbures bien définie. Donc il faudra qu'on commence maintenant dans l'enseignement à montrer plus l'aspect application, comme vous l'avez évoqué, qu'à l'aspect purement théorique. Parce que ça pose problème des étudiants qui ont fait la série S, de la seconde jusqu'à la terminale, qui viennent en première année en mine géologie pétrole et qu'ils te disent qu'ils n'ont jamais rencontré le pétrole, ils n'ont jamais rencontré le gaz, ils ne comprennent même pas c'est quoi le charbon, ça pose problème. Et d'où je fais appel aux autorités du ministère de l'Éducation d'une manière générale de revoir effectivement ce programme, de l'imposer, que les gens aussi puissent aller dans ce sens. L'autre élément, c'est que quand vous êtes dans les universités aussi, il y a des gens qui enseignent les sciences de la vie et de la terre, mais qui n'ont jamais fait, par exemple, qui n'ont jamais fait géologie, en quelque sorte, parce qu'ils l'ont fait comme tous les autres élèves. Tout ce qu'ils ont fait, c'est à partir, c'est ce qu'ils ont appris de la 3e jusqu'en terminale. Par contre, effectivement, actuellement au niveau de la FST, ils sont en train de faire un travail extraordinaire où la géologie vraiment est
fortement impliqués Absolument. dans l'enseignement pour que ces gens-là puissent avoir une idée assez conséquente. Absolument. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de mise à jour. Hein? Parce qu'effectivement, Voilà. comme vous l'avez évoqué, la meilleure ressource, ce ne sont pas les ressources minières, Oui. c'est la ressource humaine. Et la ressource humaine, on la forme à travers l'éducation, Oui, à d'accord. travers l'enseignement, Voilà. dans l'humilité, Oui. dans le respect Oui. et surtout dans la soif du savoir. Très bien, j'ai entendu tout ce que je voulais entendre, hein, docteur. Vraiment, je suis comblé, je suis très très content et je sais qu'également les abonnés sont également dans le même cas. Donc on a terminé l'émission, mais souvent, je l'ai dit récemment, hein, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il y a le réalisateur qui me signale ça tout le temps. Donc voilà, peut-être en 2 minutes, on va essayer de résumer. Hein, on va essayer de résumer ça en Wolof, sachant que sous peu, l'équipe de Parlons Sciences compte faire un gros investissement. Et avec ça, on aura des rubriques entièrement en Wolof. Parce que notre objectif, c'est de pousser vraiment la population à comprendre toutes ces notions scientifiques, mais sous un langage accessible. Voilà, docteur. Alors, chers abonnés, tey ma waxati ko rek dañu am ñi ngi fi invité koo xam ne géologue la xam-xamam màcc trop ci lépp lu jëm ressources minières ak lu jëm ci wàllu géologie. Donc dañ koy jéem a mi ngi tudd docteur Cheikh Ibrahima Dioum soutenir na doctorat am récemment ci notion bu am solo bu ñuy wax géotourisme tey moom la ñu dalal ci sunu plateau bi. Donc docteur jërëjëf ci invitation bi. Comme 1 minute nga am donc dañuy jéem a tënkal rek lan mooy ressource minière ak ban njariñ la am ci réew mi ak sa xalaat ci affaire mamel bi nga xam ne moo nekk ci actualité bi. waaw effectivement xam nga Sénégal am nañ ay ressources yu bëri dañ naan ressources minières en tout cas am na lu bëri loo xam ne am nañ ko ci suñu suuf si ci kaw ak ci suuf ci biir am na ci lu bëri loo xam ne bu ñu ko jëriñoo bu ñu ko utiliser ni ñu ko war a utiliser mën na jëriñ population bi yëpp. Par exemple li may joxe moom mooy xorom. xorom dafa li muy jar xorom dafa cher ci àdduna bi. parce que li mu mën a def moo bëri. xorom par exemple tubaab bi dañ koy utiliser pour neige. bu demee ba am neige glace boobu nga suy ci xorom mu tas. loolu dañ koy utiliser sur l'application. xorom dañ koy utiliser ci alimentation. mais xorom dañ koy utiliser ci domaine yu bëri yoo xam ne day andi xaalis bu bëri pour réew. am nañu or. am nañu phosphate. phosphate mën nañ ko utiliser pour engrais ñi nga xam ni dañuy bay. am nañu fer. fer moom ñëpp xam nañ ko boo waxee fer 6 fer 10 et cetera. tabaxkat yëpp xam nañ ko. loolu ci suuf si. fer boobu de xaw na maa rey fan yii waaw donc ñëpp xam nañ ciment. ciment tamit ci xeer lay jógee. li ñu naan calcaire industriel moom la ñuy utiliser loolu ci suñu suuf la jógee. am nañu or. donc am nañu pétrole. même bu dee commencé wuñ ko exploiter. am nañ ko te pétrole kaa ma wax leen pétrole. pétrole lu bëri dañ koy fàtte ci pétrole pétrole du essence rek lay joxe ak ay gasoil. pétrole day joxe ay yére nylon. pétrole day joxe ay détergent. pétrole day joxe lépp loo xam ne ay solvant la. même lipolèvre yi xale yi di utiliser. de qu'on appelle les lubrifiants. pétrole da koy joxe. graisse yi ngay def ci sa kilo oto bi pour mu gën a kii. pétrole da koy joxe. yooyu ay application pétrole la au delà muy joxe ay essence ak ay affaires yu demee noonu. donc moo tax ñun pétrole bi ñu am war nañ ko mën a sàmm. xool ko bu baax ak gaz bi. ba pare mën ko utiliser. gën a jëriñoo bu baax gën ko jëriñoo. donc géologie nag. liggéeyam moom mooy xool aspect yooyu yëpp. lépp waaw lépp loo xam ne ci suuf si lay nekk. wala ci biir wala ci kaw suuf si. te nga xam ne ci xeer la bokk. wala ci ndox. wala loo xam ne daal lépp ci loolu la bokk. géologie day liggéey ci loolu. di ko jàng di ko utiliser pour mu mën a jëriñ population. jërëjëf docteur en tout cas or beeg jamono bi carrière yi route yi ñuy tabax yooyu yëpp mbiru géologie la. donc xale yi gën leen a góorgóorlu ngeen fexe nu ñu amee ay géologue yu am solo ci réew mi. te aussi autorités yi vraiment utiliser leen parce que loolu moom mooy njariñu réew mi. peut-être 10 secondes rek ci mamel bi xëy na am nga ci xalaat. xam nga mamel bi tamit moom lay wax parce que nit da nga war a am loo xam ne yaa ko moomal sa bopp. histoire dafa baax ci réew. am na site yoo xam ne site histoire la. boo ko laalee rek da ngay làkk lu bëri. am na site yoo xam ne dañ koy utiliser pour jàng. waroo ci profité pour di ko yàq. te tamit ñu koy utiliser ñëpp du état. jëfuñ ko pour public bi. dañ koy defal pour seen bopp. moo tax ma leen di ñaan ñoom itam nañu moytul quand même li nga xam ne ñëpp ko bokk. kenn di ko aakimoo. parce que mamel yi dafa baax ci Sénégal parce que dafa am histoire. mamel yi dafa baax ci lébu. lébu yi xam nañ ko bu baax. loolu unité ñuy dugg si détail parce que ñoom xam nañ la man boo demee mamel boo demee Wakam ñoom xam nañ seen histoire bu baax. mamel yi tamit dafa nekk loo xam ni dafa am phare ak monument. loo xam ni moo tax Sénégal ñu xam ko ci àdduna bi. phare mamel. fépp fu avion di toll ak bateau moom moo lay guidé.
monument de la Renaissance. monument yi gën a kii ci àdduna bi la bokk. te nit ñi dañuy jóge fu ne. di ko ñëw di ko kii. te pare étudiants yi comme man. def naa sama école de terrain am na sax ñu naan le président foofu la def mémoire am na ñu koy wax wóoruma. mais am na ñu koy wax. voilà pas mal comme le président. Absolument. On fait leurs études là-bas. Ouais. Et mieux, il y a les plus grands géologues ici au Sénégal, que ce soit au niveau du département de géologie, au niveau de l'IST, ou bien de l'université de Thiès, ou bien de l'université Amadou Mahtar Mbow, on fait des études au niveau des membres. Absolument lépp di expliquer ni. Voilà. war nañ koo gën a sàmm. war nañ ko gën a école bi aussi xam naa ne temps bi duñu ko may mais wax na ci lu am solo ah parce que tamit mënuñu am Sénégal ay ressources yoo xam ne bari nañ am nañu solo mu jëm ci wàllu pétrole ak gaz ah ak yeneen yu mel ni moom te duñu préparer jeune génération bi ñu gën a xam njariñu ressources yooyu jéem ci am taxawaay pour que ëllëg fu ñu mënti dem ci àdduna bi ñu mën a am ñu ñu fa taxawal comme ñu mel ne docteur yu yaakaar naa bu ñu ci amee lu bari Sénégal dana ci am mbég. waaw kon mi ngi noonu lañ gën a vraiment ñoŋal jàng mi ah xoolaat ko bu baax a baax revoiraat programme yi dimbali xale yi ah ñu mën a gën a xam sunu njariñ yi ñu am ci ressources minières rek yu demee noonu ngeen jéggal ma nag ci olof yi mais danañu jàng wolof ndax dana ko jar. ok donc docteur voilà 10 secondes nga remercier. vraiment jërëjëf maa ngi remercier département de géologie fi nga xam ne fi laa jàngee. voilà di remercier sama professeur El Hadji Sow. moom bureau laa nekk nii d'ailleurs. di remercier ñëpp ñi nga xam ni ci département bi lañ bokk. waa IST. département de géologie. l'université de Thiès fépp foo xam ne ñu ngi fay jàngale géologie. que ñu bàyyi xel. effectivement ci patrimoine géologique. parce que patrimoine bu disparaître. suñu support d'éducation et pédagogique moom mooy disparaître. donc loolu laa amoon lu may wax. merci à tous et merci à Patmos. merci beaucoup merci vraiment donc yéen a ko déggandoo mi ngi noonu ah ngeen ñaanal ñu rek liggéey bi gën a mën a wéy parce que defuñu ko pour ut ci xaalis ah defuñu ko pour dara ah dañ ko def rek tout simplement pour jéem a contribuer ci sunu développement réew. donc métti na nag mais ñi ngi xuus te yàlla baax na xam naa ne fii ci kanam tuuti dinañ gën a ñoŋal plateforme bi mu gën a am doole ci fànn yu bëree bëri bu ko defee ñu mel ne ay docteurs yu ñu yëpp ñëw fi am fi ay émissions en géologie ay côté physique chimie ah voilà environnement ah informatique ah médecine ñoom ñëpp ku ci ne am fii boo xam ne vraiment cellule nga fi am pour ñu mën a def affaire bi mu gën a mën a am solo en tout cas jërëjëf. donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant ba beneen yoon incha allah jërëjëf.